Merci pour l'invitation. Donc, je vais effectivement parler de cas de conjecture en géométrie spectrale et je voudrais m'excuser devant tous qui ont déjà entendu une version de cette présentation, mais de toute façon, donc, il y aura une partie, même si vous avez déjà entendu une version, il y aura une partie nouvelle à la fin. Donc, je voudrais commencer par vous expliquer l'idée générale de la géométrie spectrale. Et en fait, comme plusieurs sujets mathématiques, l'origine de la géométrie spectrale est en physique, plutôt en acoustique. Et je vous suggère d'imaginer pour le moment une corde d'un instrument musical, une guitare ou peut-être un autre instrument. Et donc, alors, vous avez une corde de longueur L. Et vous voulez étudier les sons qui sont produits par cet instrument. Et donc, alors, on va faire un tout petit calcul, et pour le simplifier, on va supposer que la longueur de corde est égale à pi. Et donc, la question est comment calculer les fréquences des sons produits par une corde, comme ça. Et mathématiquement, pour répondre à cette question, il faut considérer ce qui est appelé le problème de Sturm-Liouville. Donc, c'est un problème aux équations différentielles. Et donc, vous avez une équation qui est la forme moins deuxième dérivée est égale à lambda U, où lambda est un paramètre. Et U, ça, c'est l'amplitude de vibration. Donc, alors, c'est une fonction qui décrit les vibrations de votre corde. Et comme votre corde est attachée aux extrémités, les amplitudes des extrémités sont nulles, donc alors on suppose que U de 0 est égal à U de pi égale à 0. Et donc on cherche les valeurs propres lambda. Donc alors si vous avez vu déjà les valeurs propres des matrices dans le cours d'algèbre linéaire, donc c'est un petit peu similaire. Donc alors on peut imaginer que vous avez un opérateur qui est appliqué à U, donc le deuxième dérivé, et le résultat doit être proportionnel à ça. Donc, alors, lambda, c'est comme le coefficient de proportionnalité. Et les U qui sont les solutions de ce problème, on appelait les fonctions propres. Donc, dans le cas de ce problème particulier, on peut calculer les solutions explicitement. Et donc, elles sont données par les fonctions sinus kx pour k entier, ou plutôt k naturel. Et les valeurs propres correspondantes sont égales à 1, 4, 9, etc. Donc le k au carré, évidemment, quand vous prenez le deuxième dérivé. Et les fréquences correspondent aux racines des lambda k. Donc alors les fréquences sont vraiment 1, 2, 3, 4, etc. Et une des conclusions qu'on peut faire, que les instruments d'accords sont harmoniques. Ça veut dire que les fréquences des partiels sont les multiples de la fréquence fondamentale. Donc, dans ce cas particulier, avec notre normalisation, la fréquence fondamentale est égale à 1 et les fréquences partielles sont 2, 3, 4, etc. Et donc, c'est pour ça que pour les instruments à cordes, vous pouvez vraiment déterminer les notes qui sont jouées par ces instruments. Donc, considérons maintenant un problème plus compliqué. Donc, alors, la vibration d'une corde, c'est un problème en une dimension. Considérons maintenant un problème en deux dimensions. Et donc, considérons une vibration d'un tambour carré. Et si vous pensez que ça n'existe pas, en fait, ça existe. Donc, dans ce cas, le problème de Sturm-Liouville est remplacé par un problème d'équation à dérivée partielle. Donc, maintenant, vous avez deux variables spatiales, x et y. Et c'est un problème spectral pour un opérateur qui s'appelle le Laplacien. Donc, c'est peut-être l'opérateur le plus important et le plus connu et étudié en mathématiques. Donc, il est dénoté par delta. Et delta, c'est la somme des deuxièmes dérivés par rapport à vos coordonnées. Donc, dans ce cas particulier, c'est d carré sur dx carré plus d carré sur dy carré. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Donc, alors vous considérez un tambour avec le membrane attaché, on appelle cela un problème à valeur propre de Dirichlet. Donc, toujours l'amplitude aux extrémités est nulle parce que votre membrane est bien attachée à la frontière. Et donc, vous avez le problème suivant. Donc, on suppose pour simplicité toujours que notre carré est de côté pi. Et donc, on cherche les fonctions u et les nombres lambda tels que ce système est satisfait. Donc, que moins delta u égale lambda u et u s'annule sur la frontière de votre carré. Et encore une fois, à cause de choix de géométrie, donc le carré c'est une géométrie très agréable, on peut résoudre ce problème explicitement. En fait, c'est extrêmement rare que, donc si je vous donne un domaine quelconque, c'est vraiment impossible à faire, mais dans le cas d'un carré, on peut le faire, et on va le faire ensemble. Et donc en fait, on va utiliser donc, une idée qui est souvent utilisée quand on veut résoudre quelque chose pour une géométrie simple. Donc on va utiliser ce qui est appelé la séparation des variables. Donc alors on a une fonction de deux variables, x et y, et on veut représenter cette fonction dans quelque chose qui est plus simple, qui dépend juste d'une seule variable. Et donc on cherche la solution u comme un produit des deux fonctions v et w, chacun d'une seule variable. V est une fonction de x, w est une fonction de y. Et pourquoi on peut le faire dans ce cas particulier? Parce qu'un carré, c'est un produit de deux segments, oui, en x et en y. Donc ça, c'est exactement correspond à ça. Et maintenant, si on met cette représentation dans notre équation, c'est facile à voir que ce problème réduit en fait à une solution des problèmes de Sturm-Liouville que nous avons déjà résolus. Donc, alors, si je mets VW au lieu de U, on va avoir cela, et donc on va voir que les valeurs propres de ce problème sont exactement les sommes des valeurs propres du problème de Sturm-Liouville pour un sigma que nous avons déjà résolu, et que en fait les fonctions propres sont le produit des fonctions propres du problème de Sturm-Liouville pour un sigma. Donc on va répéter cela ici. Okay? Donc les valeurs propres sont les sommes, les fonctions propres sont le produit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les valeurs propres sont les sommes? Donc on se souvient que dans le cas du problème de Sturm-Liouville, les valeurs propres étaient le carré des nombres naturels. Donc alors ici, nous avons les sommes des deux carrés des nombres naturels, donc m carré plus n carré. Et les fonctions propres correspondantes, c'est sinus mx, sinus ny, donc le produit des deux fonctions propres de chacun problème en une dimension. Et donc, on peut calculer les premières valeurs propres. Donc, en fait, maintenant, ça devient assez intéressant parce que vous avez une famille à deux paramètres. Et donc, alors, si vous voulez ordonner vos valeurs propres, vous devez être prudent, donc, parce que, bon, ça commence avec n égale 1. Après, vous avez 1, 2, 2, 1, 2, 2, et on continue comme ça. Mais en fait, ce n'est pas si facile vraiment d'écrire toute la suite de façon monotone parce qu'il y a un certain jeu entre les paramètres m et n ici. Et ici, ce qui est différent par rapport à cas de dimension 1, que vous avez des répétitions. Donc on appelle les valeurs propres qui sont répétées comme 5, 5, 10, 10, valeurs propres multiples, un petit peu de même façon que pour les matrices. Et donc, en fait, c'est une question intéressante en théorie de nombres d'étudier ces répétitions. Donc, en fait, on peut voir que parfois, vous allez avoir des répétitions assez nombreuses des valeurs propres. Donc, une question qu'on peut se poser, et c'est une question qui
et important du point de vue de la théorie spectrale, et aussi en fait, comme vous allez voir, du point de vue de la théorie de nombre, comment cette suite se comporte à l'infini. Donc alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire par ça? Donc, disons, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner une idée de grandeur de terme numéro 1 million dans cette suite? Quelle est à peu près la valeur de cette terme? Oui, donc ça c'est la question qu'on veut comprendre. Et en fait, et ça c'est la première observation étonnante, je dirais, dans cette histoire, que cette question qui vient purement de la théorie spectrale est en fait reliée à un problème très fameux en la théorie du nombre analytique. Et donc, c'est un problème qui s'appelle le problème du cercle de Gauss. Donc, Gauss, c'est un fameux mathématicien allemand. Et le problème du cercle de Gauss, en fait, est formulé de façon très simple. Donc, alors, vous avez un disque de rayon R centré à l'origine, et vous voulez comprendre combien de points aux coordonnées entières sont trouvés à l'intérieur de ce disque. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un peut me donner une estimée donc, ça doit ressembler à quoi la réponse? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui? Pierre carré. Pierre carré, donc l'aire du disque. Exactement. Donc ça, c'est exactement la bonne réponse. Et donc, maintenant, on va démontrer cela, mais la question qui, en fait, est non triviale, c'est la question et quel est le reste dans cette approximation. Donc, alors, Pierre carré donne une approximation, mais quelle est l'erreur? Est-ce qu'on peut estimer l'erreur? Donc, alors, on va introduire le nombre de points entiers à l'intérieur du disque. Donc, c'est une italique n de R. Et donc, vous pouvez remarquer que ça, c'est exactement m carré plus n carré inférieur à r carré. Donc, c'est un nombre de valeurs propres d'un carré qui sont inférieures à r carré. Donc, alors, la question de combien de points entiers est étroitement reliée avec la question de combien de valeurs propres. Et après, on va voir comment on peut passer de l'un à l'autre. Et donc, le théorème qui était démontré par Gauss lui-même dans les années 1810 est le résultat suivant, que le nombre de points entiers à l'intérieur du disque est effectivement égal à l'aire du disque, PR carré, plus le reste, et le reste est de l'ordre de petit r. Ça veut dire que c'est le grand O de. Donc, comment on peut le démontrer? Donc, je vais vous présenter les démonstrations complètes. C'est assez élégante et pas très compliqué. Donc, imaginez que vous avez un point entier avec les coordonnées m et n. Et donc, à chaque point entier, on peut associer une carré unité de façon, par exemple, donc je prends le sommet sud-ouest et j'associe le carré qui possède ce sommet comme son coin sud-ouest. Et je voudrais dire que, bon, je vais vous montrer une descente dans une seconde, que si m carré plus n carré est inférieur à r carré, alors ce carré est continu dans un disque un petit peu plus grand. Donc alors, voilà le descent. Donc, j'ai besoin de quelque chose pour montrer. Donc, par exemple, bon, si on prend, disons, ce point-là, donc ça, c'est le carré qui est associé à ce point-là. Si ce point-là est à l'intérieur de mon disque, donc mon disque de reverse sur le disque au milieu, donc le carré au complet est continu dans un disque plus grand. Oui, donc, par exemple, si je prends ce point, le disque n'est plus dans mon disque original, mais
par exemple ici. Oui, donc le disque n'est plus dans le disque original, mais il est toujours dans un disque qui est un petit peu plus grand. Et en fait, comment je peux estimer quelle est la différence que je dois prendre pour rassurer que mon carré est entièrement dans le disque? C'est juste le diagonale du carré. Le diagonale, c'est égal à racine de 2. Et donc, alors, j'ai une telle relation. Et donc, alors, ça, ce qui implique que le nombre des points entiers, chaque point correspond à un carré, les carrés n'intersectent pas, ils sont tous à l'intérieur d'un disque de rayon R plus racine de 2. Donc, alors, le nombre doit être plus petit que pi fois R plus racine de 2 carré. Mais on peut faire le même argument, mais dans l'autre direction. Ça veut dire que si vous avez des points entiers à l'intérieur de disque de rayon R, les carrés qui correspondent à ces points entiers certainement couvrent au complet le disque un petit peu plus petit. Donc plus petit encore une fois par racine de le rayon, plus petit par racine de 2. Et ça implique cette deuxième inégalité. Mais maintenant, si vous prenez la combinaison des deux, vous obtenez que n de R est égal à pi R carré plus un reste, où le reste peut être estimé explicitement. Donc, alors, le reste est une constante fois R. Oui, à peu près. Et ça, c'était la preuve qui était en fait trouvée par Gauss. Donc, une façon géométrique de le voir est que, encore une fois, si on regarde notre dessin, que les régions problématiques, c'est autour de la frontière de votre disque, autour de la circonférence. Donc, alors, l'erreur est à peu près de l'ordre de la longueur de circonférence, parce que ce sont des points qui sont près de circonférence pour lesquels nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, Gauss lui-même a réalisé en fait que son estimé pour le reste probablement n'est pas optimal. Et ça, c'était réalisé par Hardy et Landau dans les années 1916. Et c'est la première conjecture que je voudrais vous présenter. Qu'en fait, la vraie estimé, donc l'estimé exact, doit être beaucoup meilleur. Donc, ça doit être R dans la puissance 1,5 plus epsilon. Donc, alors, au lieu de R, vous devez avoir quelque chose juste tout petit, plus large que racine de R. Et ça, c'est donc, ils ont démontré, Hardy et Landau, qu'en fait, vous ne pouvez pas débarrasser de epsilon. Donc, mais ça veut dire que si c'est vrai, ça, c'est vraiment une borne optimale. Et donc, c'est un problème qui reste ouvert pour plus de 100 ans. Donc, c'est un problème extraordinaire en théorie analytique des nombres et en géométrie spectrale, parce qu'on peut formuler cette question de différentes façons, donc en termes de compte de valeur propre, en termes de compte des points entiers. Et juste très rapidement, qu'est-ce qui était connu par rapport à ça? Donc, au début du XXe siècle, c'était compris par Varano et Sierpinski et les autres qu'en fait, on peut diminuer l'exposant. Donc, alors, je vous rappelle, Gauss a démontré l'exposant 1, on veut démontrer quelque chose comme 1,5. Ils ont réalisé qu'on peut le diminuer à 2 tiers. Et dans les années 2003, et entre les deux, donc c'est une centaine d'années entre les deux, donc elle avait beaucoup de différentes tout petites améliorations par de grands mathématiciens. Huxley, qui est présentement un résultat qui est le meilleur, a démontré un tel exposant. Et donc vous pouvez voir que les différences dans 100 ans, c'était inférieur à
0,04. Et donc, en fait, après Huxley, il n'avait pas des améliorations. Donc, il y a eu un article d'un grand mathématicien du XXe siècle, Jean Bourgain, avec son collaborateur, mais apparemment, il y a un problème dans la preuve. Donc, alors, et même si leur résultat est vrai, donc c'est une tout petite amélioration de Huxley. Donc, en fait, cette conclusion reste vraie, même si leur résultat est vrai. Donc, alors, c'est vraiment un problème qui est compliqué de façon extraordinaire. Donc, maintenant, je vous suggère de revenir à la géométrie spectrale. Donc, alors, on va reformuler ce que nous avons appris, mais en termes des valeurs propres d'un carré. Et donc, je voudrais introduire une fonction n de lambda, donc avec une forme différente de n, qui le nombre de valeurs propres jusqu'à lambda. Donc, alors, je compte les valeurs propres jusqu'à lambda. Et j'appelle cela la fonction de compte. Donc, la fonction de compte, c'est une fonction en fait, qui encode le comportement du spectre. Donc, alors, si je connais exactement la fonction de compte, je connais le spectre. Et donc, si maintenant je réinterprète le résultat de Gauss pour un carré de côté pi, j'obtiens ce résultat. Oui, donc alors, si vous vous souvenez, on a eu la condition pour les points entiers dans un disque de rayon R, m carré plus n carré est inférieur à r carré. Donc alors, notre r carré, c'est lambda. Donc alors, r, c'est racine de lambda. Et pourquoi il y a un facteur 4 ici? Donc pourquoi ce n'est pas juste pi, mais c'est pi sur 4? C'est parce que, pour le problème de valeur propre, nous devrons compter seulement les points avec les coordonnées naturelles. Donc, Mn sont entiers positifs. Donc, ils sont tous dans le quadrant positif. Et donc, c'est à cause de ça qu'on prend le quart de ça. Okay? Et donc, alors, on a une loi asymptotique. Donc, cette loi, maintenant, répond à la question quel est le comportement de cette suite que nous avons vue au début, la suite des valeurs propres d'un carré. Comment cette suite se comporte à l'infini. Okay? Donc, en fait, une telle relation peut être généralisée pour n'importe quel domaine. Donc, alors, pour n'importe quelle forme de votre tambour, si vous voulez, pas juste pour un tambour carré. Et ça, c'est un résultat très non trivial. Donc, en fait, c'est un des résultats fondamentaux de la géométrie spectrale, qui est appelé la loi de Weyl. Donc, Hermann Weyl, c'était un mathématicien allemand. Et donc, la loi de Weyl peut être formulée de façon suivante. Donc, soit oméga, un domaine planaire borné, quelconque, et on considère le problème de Dirichlet sur oméga. Ça veut dire que vous pensez de ce domaine comme la forme de votre pot de tambour, qui encore une fois est attaché, et vous considérez le même problème que nous avons considéré sur un carré, mais maintenant sur oméga. Et vous avez le théorème, c'est un théorème qui a été démontré par Weyl en 1911, et en fait conjecturé avant par Lord Rayleigh en 1905, que le nombre, donc je vous rappelle la définition de n de lambda, donc le nombre de valeurs propres inférieur à lambda est à peu près égal à l'aire d'oméga divisé par 4pi fois lambda plus un reste. Et ça, c'est un résultat très général et très important qui permet de comprendre le comportement asymptotique du spectre des domaines. Donc, en fait, ce résultat peut être généralisé dans des contextes beaucoup plus larges, pour les domaines dans n'importe quelle dimension, même pour les variétés riemanniennes. Donc, c'est vraiment un principe très, très important en théorie spectrale. Et une petite remarque est que peut-être vous avez entendu de la question
peut-on entendre la forme d'un tambour? Donc c'est une question qui, dans certains sens, était une des motivations pour le développement de géométrie spectrale dans le XXe siècle. Ça veut dire, est-ce qu'en entendant les sons, ça veut dire que si vous connaissez les fréquences, est-ce qu'on peut reconstruire la géométrie? Et donc ça, c'était la question. C'est une question qui était posée par Mark Katz dans les années 1966. Et on peut remarquer, en regardant la loi de Weil, qu'en fait, vous pouvez entendre l'air. Oui, parce que n de lambda, c'est une quantité qui est purement spectrale, c'est-à-dire qu'elle dépend juste des fréquences. Et donc, alors, si vous connaissez les fréquences, vous pouvez reconstruire l'air en utilisant cette formule. Et donc, maintenant, on va poser les questions un petit peu dans le même esprit que nous avons déjà fait dans le cas d'une carré. Est-ce qu'on peut améliorer la borne sur le reste? Est-ce qu'on peut faire quelque chose meilleur que ça, que cette petit O de lambda? Et donc, on va le faire, mais d'abord, je voudrais discuter le cas d'une carré parce que ça va nous donner une intuition. Et donc, je vous rappelle que quand on a passé du cas de compte des points entiers à un compte des valeurs propres, on a dit que bon, on doit prendre un quart parce que M et N ne sont pas juste entiers, mais aussi entiers positifs. Mais maintenant, on peut être un petit peu plus prudent et de poser la question, donc, qu'est-ce que c'est la vraie quart? Donc, alors, voici un quart, mais veuillez noter que pour M et N positifs, les deux demi-axes qui correspondent exactement à M égale 0 et N égale 0 sont exclus. Donc, en fait, je dois compter juste les points qui sont strictement à l'intérieur. Mais donc, le vrai quart d'un disque possède combien de demi-axes? Combien de demi-axes vous avez dans un disque? Oui? 4. Oui, donc alors le vrai disque doit avoir, donc le vrai quart doit avoir une demi-axe. Mais ici, vous avez exclu 2. Donc alors, on peut récompenser pour cela. Oui? Et donc, comment on peut le faire? Donc, on peut le faire en comptant à peu près le nombre de points entiers sur ce demi-axe. Donc, le demi-axe est de longueur racine de lambda. Donc, alors, il y a à peu près racine de lambda point entier sur le demi-axe. Et donc, qu'est-ce qu'on a si on fait un calcul maintenant plus prudent? Donc, alors, il faut soustraire cette racine de lambda de notre formule pour n de lambda. Parce que notre formule de n de lambda, quand on a pris le quart, a pris en considération une demi-axe, mais on n'a pas besoin de le faire parce qu'on a juste les points à l'intérieur. Donc, alors, il faut extraire les points qui sont sur ce demi-axe. Ça veut dire qu'il faut extraire racine de lambda. Et donc, on obtient ce qui est appelé une asymptotique à deux termes. Donc, maintenant, j'ai un terme principal, qui est un terme de l'ordre lambda, et j'ai un deuxième terme qui est représenté par cette racine de lambda avec le signe négatif. Donc, ça, c'est le résultat pour le carré. Et Weil, en 1911, a conjecturé que, en fait, un résultat de même type doit être vrai pour n'importe quel domaine qui est suffisamment régulier. Et voici notre deuxième conjecture. Donc, il a conjecturé ça dans la même année qu'il a démontré la loi de Weil, que n de lambda, en fait, est égal. Donc, voici le terme principal que nous avons eu, moins un deuxième terme qui correspond en fait à
longueur de la frontière, ça veut dire au périmètre de votre domaine. Donc alors le terme principal de l'ordre lambda qui contient l'air, et le deuxième terme de l'ordre racine de lambda qui contient le périmètre. Et donc, Weil a dit qu'une telle formule doit être vraie pour n'importe quel domaine avec une frontière raisonnable. Et donc, encore une fois, c'était conjecturé il y a plus de 100 ans. La conjecture est toujours très ouverte, mais il y a quand même un progrès assez important. Et le résultat peut-être le plus important dans cette direction a été obtenu dans l'année 1980 par Victor Ivry, qui est présentement un prof à Toronto. Et lui, il a démontré ce résultat sous une condition. Donc, alors, il n'a pas démontré cela pour tous les domaines, mais il a démontré cela sur une condition qui, en fait, est assez surprenante. Donc, alors, maintenant, on va changer le sujet. On va sembler qu'on va changer le sujet. Donc, alors, la condition qui apparaissent fait partie d'un autre domaine de mathématiques au complet. Et donc, alors, on peut pour le moment oublier la théorie spectrale. Et imaginez qu'un joue un billard. Donc, alors, vous avez un billard qui... la différence, je dirais, entre ce modèle que je vais vous présenter et le billard actuel, qu'il n'a pas de trou. Donc, alors, vous avez un billard juste avec des murs, mais la règle est exactement la même. Donc, alors, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et donc, alors, on a, disons, une boule, et donc, vous étudiez les trajectoires de la boule. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la boule quand elle touche les murs de votre billard? Et c'est un exemple de ce qui est en mathématiques appelé un système dynamique. Donc, alors, vous étudiez vraiment le mouvement de cette boule sur la table de billard. Donc, voici quelques exemples. Donc, vous avez du billard dans un triangle, dans un carré et dans un pentagone. Donc, les trajectoires forment des lignes assez compliquées, comme vous pouvez le remarquer. Et ce qui se passe est que pour les questions que nous étudions, les trajectoires qui sont les plus importantes sont les trajectoires qui s'appellent périodiques. Donc, qu'est-ce que c'est une trajectoire périodique? Donc, bon, disons, imaginez que vous avez une billard ronde. Une trajectoire périodique, c'est une trajectoire qui se répète. Ça veut dire que votre boule revient à un certain moment au point original et continue dans la même direction. Oui? Donc, par exemple, un diamètre, c'est une trajectoire périodique dans un disque. Ou je peux avoir une trajectoire périodique dans un disque qui est une forme d'un carré. Okay? Donc, voici les trajectoires périodiques dans une billard elliptique. Okay? Donc, c'est intuitivement clair que il n'y a pas beaucoup de chances que si vous avez lancé votre boule par hasard, qu'elle va revenir dans le même point avec la même direction. Donc, en fait, c'est intuitivement clair qu'il y a très peu de trajectoires périodiques. Ils sont rares. Et en fait, il y a une façon mathématique de quantifier cela. Donc, alors, toute trajectoire, en fait, est uniquement définie par son point de départ
et le vecteur donc, dans lequel elle part, donc dans la direction initiale. Et donc, alors, on peut considérer un espace de toutes les trajectoires. Donc, en fait, on peut voir que c'est un espace de 3 dimensions. Et dans cet espace, on peut introduire une mesure ou bien un certain analogue de volume. Donc, alors, on peut mesurer les volumes des ensembles de trajectoires. Et un théorème qui a été démontré par Ivre, il dit la chose suivante, que la conjecture de Weyl est vraie si les mesures des trajectoires périodiques sont nulles. Ça veut dire qu'il y a vraiment très très peu de trajectoires périodiques dans votre billard. Donc un exemple qui peut être le plus simple, donc disons si vous considérez les trajectoires périodiques dans un carré, c'est facile de voir que en fait on peut classifier les trajectoires périodiques par les trajectoires qui ont un angle rationnel au départ. Et la mesure des rationnels est nulle. Et donc, alors, à cause de ça, les mesures de trajectoire périodique est nulle. Mais ce qui est intéressant est qu'on peut le faire dans toute généralité. Donc, alors, vous avez un lien assez important et a priori complètement non évident entre la question en géométrie spectrale et une question en théorie du système dynamique. Et donc, on dit qu'un domaine qui respecte la condition de théorème, on dit que c'est un domaine qui respecte la condition de non-périodicité, que vous avez un domaine non périodique, si la mesure de toutes les trajectoires périodiques est nulle. Donc, on peut poser la question pourquoi une condition dynamique, et ça, c'est une question super raisonnable, et en fait, la réponse est assez profonde. Donc, alors, je vais juste indiquer une toute petite idée. Donc, alors, pour répondre à ça, il faut utiliser les idées de mécanique quantique, donc alors plus spécifiquement ce qui est appelé le principe de correspondance de Bohr. Mais je ne vais pas aller dans cette direction-là, mais je voudrais plutôt juste discuter un petit peu cette condition dynamique. Et donc, en fait, ça nous mène à une troisième conjecture qui était posée par Ivry, qui encore une fois est très facilement formulée. Donc, que tous les domaines euclidiens, en fait, respectent cette condition. Que peu importe le domaine euclidien, vous avez toujours très très peu de trajectoires périodiques. Et donc, encore une fois, ce problème reste très ouvert. Donc, il y a certaines classes très limitées pour lesquelles c'est connu. Par exemple, c'est connu pour les domaines convexes avec une frontière analytique, comme par exemple pour des ellipses. Mais même pour les domaines planaires convexes lisses, ce n'est pas connu. Il est très loin d'être connu. Donc, encore une fois, c'est une question très, très profonde. Et juste pour vous donner une idée que cette condition n'est pas quelque chose de purement technique, donc en fait, on peut jouer du billard, on peut considérer la même question avec le spectre dans un contexte des variétés riemanniennes. Et par exemple, on peut considérer un billard sphérique. Et donc alors vous êtes sur une sphère et vous considérez les mouvements de votre boule sur la sphère. Donc alors le principe physique nous indique que les trajectoires des mouvements d'une boule doivent être les géodésiques sur une sphère. Et qu'est-ce que c'est les géodésiques sur une sphère? Ça c'est quoi? Les courbes les plus... oui? C'est ça, mais ce sont quelles courbes sur la sphère? Les grands cercles, exactement. Donc, alors, les géodésiques sur une sphère sont les grands cercles. Et les grands cercles sont tous fermés, évidemment. Oui, donc, alors, en fait, si on prend l'analogue de ce problème sur une sphère, donc, ils sont tous fermés. Donc, alors, la condition de non-périodicité n'est pas
respecté parce que tous les géodésiques sont périodiques, tous les trajectoires sont périodiques. Et en fait, on peut démontrer que l'analogue de conjecture de Weyl n'est pas vrai pour une sphère. Donc alors, cette condition dynamique qui était utilisée par Évry est une vraie condition, parce que son résultat est formulé dans un contexte plus général. Mais c'est juste que pour les domaines euclidiens, ça semble, et même pas, on ne sommes pas sûrs, mais ça semble que cette conjecture est toujours respectée. Bon, donc dans les dernières quelques minutes, je voudrais, donc je vous promis 4 conjectures, j'ai formulé 3, donc alors il reste une dernière. Donc, jusqu'à ce moment, on a étudié l'asymptotique des valeurs propres. Donc, alors, on considère l'asymptotique de fonction de Comte. Mais maintenant, je voudrais passer de l'asymptotique à une inégalité. Donc, rappelons de la conjecture de Weyl. Donc, supposons qu'on fait confiance à ça. Et remarquons que le deuxième terme a un signe négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si lambda est très grand, le deuxième terme va dominer le reste. Et donc, alors, tout ça doit être négatif. N'est-ce pas? Donc, autrement dit, on a une telle inégalité. Pour lambda suffisamment grand. Donc la fonction de Comte est plus petit ou égale que le terme principal. Et donc, notre dernière conjecture, c'est la conjecture de Poya, qui a suggéré qu'en fait, la même inégalité doit être vraie pour tout lambda. Pas juste pour les lambda grands, à quoi on peut imaginer si on fait confiance à la conjecture de Weyl, mais Poya, en 1954, a proposé quelque chose de beaucoup plus fort. Que ça, c'est vrai toujours. Pour tout domaine, pour tout lambda, ça devrait être vrai toujours. Et on peut réécrire cette conjecture en termes des valeurs propres. Donc, alors, la conjecture de Poya est équivalente à une série des inégalités pour les valeurs propres de Dirichlet de cette forme-là, que lambda n fois l'air doit être plus grand ou égal que 4pi pour tout n, pour tout domaine. Et donc, c'est une conjecture qui, encore une fois, est très ouverte et en fait assez mystérieuse parce que donc, on ne comprend pas vraiment pourquoi ça devrait être vrai, mais en même temps, avec toutes les machineries numériques qui existent maintenant, on n'a pas réussi de trouver un contre-exemple. Donc, alors, c'est probablement vrai. Et il y a des indications. Donc, par exemple, c'est toujours vrai pour n égale 1 et 2. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait à cause des inégalités isopérimétriques pour les premières valeurs propres. Mais voici ce qui est connu en termes des cas généraux. Donc, Poya lui-même a démontré, et ça c'est un article assez très élégant et donc assez facile à comprendre. Il a démontré que cette conjecture est valide pour tous les domaines qui pavent le plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pavent le plan? Ça veut dire que vous pouvez utiliser vos domaines comme une parquette. Donc, par exemple, évidemment, les rectangles pavent un plan. Oui, donc la même chose avec les triangles, etc. Donc, pour tous ces domaines, la conjecture de Poya est vraie. Et ce qui est intéressant, que cette condition de pavage, en fait, est indépendamment très intéressante. Donc, alors voici un exemple d'un domaine qui pave le plan, qui était trouvé l'année passée. Donc, en fait, ça, c'était vraiment un tour de force parce que
ces auteurs ont résolu une conjecture aussi de longue date, qu'il existe un pavage apériodique par une seule forme. Donc, on appelle un tel domaine un aperiodic monotile. Et donc, en particulier pour ce domaine, la conjecture de Poya est vraie. Mais à part de ce domaine, la seule chose qui est connue, donc ça c'est un résultat aussi très récent de mes collaborateurs Nikolai Filonov, Michael Levitin, David Sher et moi-même, qu'en fait il est vrai pour un disque pour des secteurs de disques. Et ça c'était quelque chose qui aussi était ouvert depuis très longtemps, donc en fait depuis 1954, et malgré le fait que on connaît presque explicitement les valeurs propres du disque. Donc, les valeurs propres du disque sont reliées à ce qui est appelé les zéros de fonction de Bessel. Mais malgré cela, la conjecture était ouverte pour le disque, donc on a réussi de la démontrer. Et en fait, la preuve est encore reliée à la courbe de Pointillé. Donc, alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails de preuve, mais ça utilise au moins comme un point de départ l'idée qui rassemble à ce que je vous parler aujourd'hui. Donc, juste pour terminer, quelques remarques finales. Donc, d'abord, comme j'ai essayé de vous montrer en utilisant l'exemple de la géométrie spectrale, donc il y a plusieurs liens entre différents domaines mathématiques, donc comme ici, entre géométrie spectrale, théorie du nombre, théorie du système dynamique. Et souvent, les choses les plus intéressantes en mathématiques se trouvent exactement à l'interface de différents sujets. Donc, un autre point est que souvent, les questions qui ont des formulations simples sont en fait très compliquées. Et donc, alors, le fait que la formulation est simple peut être un petit peu décevant dans le sens qu'en fait la réponse peut être super complexe. Et finalement, donc, en fait, peu importe le sujet qui vous aimez, donc ça peut être théorie de nombre, géométrie ou analyse, donc vous avez des chances à étudier tout chez nous au département de maths et stats. Merci beaucoup.